Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Hisone to Masotan est l'anime le plus sous-estimé de 2018 et je pèse mes mots. Pourtant, il avait toutes les cartes en main pour bien marcher. Animé par le studio Bones qui a fait tout un tas de trucs cool, réalisé entre autres par Shinji Higuchi qui a notamment bossé sur Evangelion, scénarisé par la fameuse Mari Okada qui a aussi fait plein de trucs dont je ne suis pas toujours fan mais peu importe, et distribué par Netflix qui a fait découvrir des œuvres comme Violet Evergarden et Devilman Crybaby. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Saison surchargée en anime attendu, diffusion internationale décalée avec la diffusion japonaise, popularité au plus bas, absence de tous les tops, personne n'en a parlé, même chez les youtubeurs américains je dois aller sur des chaînes qui ont moins d'abonnés que moi pour trouver des gens qui font des vidéos dessus. Bref, Hisomaso n'a pas volé son titre et il est temps de corriger cela en vous montrant non seulement qu'il est agréable à regarder, mais aussi qu'il aborde un nombre de thèmes super intéressants. La première chose qu'on remarque c'est son chara-design qui pourrait faire croire à un anime enfantin alors que ce n'est pas du tout le cas. Au-delà de ses allures de Pokémon, Hisone to Masotan a des personnages et une histoire 100% adulte. Et si je fais référence à Pokémon, c'est parce que le chara-designer n'est autre qu'Aoki Tashinao, dont vous avez sans doute déjà vu le style dans des cartes Pokémon. Ce chara-design très épuré se marie parfaitement avec le ton de l'anime, plutôt léger avec un brin de mélancolie. Ambiance sublimée par les nombreux arrière-plans en aquarelle et les OST, notamment The Morning I Decided in Mind, une musique douce avec des chœurs qui évoquent l'enfance et la nostalgie. Le design simplifié des personnages permet de transmettre facilement leurs émotions, avec des expressions faciales très exagérées, et de rendre cohérentes visuellement des scènes presque cartoonesques, comme lorsque Hisone se fait avaler et recracher. Il s'accorde également tout aussi bien avec les scènes plus sérieuses de l'anime, ce qui produit des moments très touchants. Mais alors, que raconte cet anime? Hisone est une jeune femme qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et décide finalement d'entrer dans les forces d'autodéfense japonaises. C'est l'armée en fait, mais avec un autre nom parce que le Japon est censé avoir renoncé à la guerre avec l'article 9 de sa constitution. Bref, elle se retrouve dans une base aérienne militaire, mais au lieu d'apprendre à piloter des avions, Hisone est choisie pour piloter Masotan, un aéronef organique transformable, autrement dit un dragon, dont les pilotes sont appelés D-Pilot. On apprend alors que les dragons sont des créatures millénaires gardées secrètement par l'état japonais depuis des lustres pour accomplir diverses missions. Ils se nourrissent de métaux rares et sortent au grand jour camouflés en avions pour passer inaperçus. Et pas des avions un peu fantaisistes, non, ce sont les mêmes modèles qui existent dans la vraie vie. Ils doivent notamment voler de temps en temps afin de libérer la chaleur émise par leur corps. Le réalisateur Shinji Higuchi a eu l'idée des dragons camouflés en avion sur le tournage de son film La Submersion du Japon de 2006. Quant à Mari Okada, elle a apporté les côtés tranche de vie et romance pour faire une sorte de Hanasaku Hiroa, animé sur lequel elle a travaillé, en version armée de l'air. À partir de l'épisode 4, Hisone rencontre 3 autres D-Pilots avec qui elle va devoir apprendre à travailler. En démarrant cet animé, j'avais peur qu'il ne soit qu'une grosse publicité pour l'armée de l'air japonaise, avec des personnages super contents de piloter des avions de chasse personnifiés en gentils dragons pour combattre leurs méchants ennemis sous le regard patriotique d'un oncle Sam version samouraï. Surtout dans le contexte actuel où l'article 9 que j'ai cité tout à l'heure est régulièrement remis en question par les dirigeants japonais. Heureusement, il n'en est rien. Les dragons ne servent pas pour le combat et ne sont pas réduits à être de simples avions un peu cool. Ils ont plutôt une relation monture-cavalier avec leur pilote, qui leur donne notamment un nouveau nom. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus proches des mechas que des avions, comme on peut le voir avec leur transformation, le système de navigation, l'interface transparente et la tenue des pilotes. Loin d'être des soldats, les relations des différents personnages oscillent entre la camaraderie et les collègues de travail, et c'est ce dernier point qui va nous intéresser tout au long de l'anime, notamment à travers les personnages principaux. L'héroïne Hisone Amakasu est une jeune femme qui ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'elle pense, comportement qui la rend parfaitement inadaptée à la société japonaise, dont les relations sociales reposent sur les principes de Hone et Tatemae, c'est-à-dire l'opposition entre ce qu'on pense vraiment et la façon dont on doit se comporter en société. C'est pas spécifique au Japon, nous aussi on a ce principe de masque ou de façade dans les relations de tous les jours. Sauf qu'au Japon c'est vraiment porté à son paroxysme. Hisone est quelqu'un qu'on qualifierait juste de trop honnête chez nous, mais au Japon c'est très mal vu et c'est un vrai handicap dans les relations sociales. C'est pour ça que Hisone s'excuse tout le temps. D'ailleurs, son prénom signifie présenter ses excuses. Elle s'engage dans l'armée pour tenter d'avoir un travail dans lequel cet aspect de sa personnalité ne la handicape pas. Mais au final, c'est cette particularité qui l'amène à sortir du lot et nous fait s'attacher à elle. Son physique assez passe-partout en fait une parfaite anti-héroïne, taillée pour faire s'identifier le spectateur plutôt que de servir de waifu. Nao Kaizaki est une apprentie pilote qui jalouse Hisone d'avoir été choisie par le dragon
dragon à sa place. Elle complexe du fait que sa mère était une D-Pilot en cherchant un marché dans ses pas. De rivale, elle passe rapidement au statut d'amie en se mettant à soutenir Hisone dans son rôle. Ririko Kinutsugai est une otaku. On ne sait pas grand chose sur elle car c'est la pilote la moins développée. On sait juste qu'elle est très fan du manga Kingdom, qui je suppose doit compter comme un placement de produit. Mayumi Hitomi est une jeune femme douce et particulièrement attentive aux sentiments d'autrui, et même des dragons. Vous avez sans doute remarqué qu'elle est un peu ronde, mais fort heureusement son poids n'est pas ce qui la définit dans cet animé. Il n'est d'ailleurs jamais mentionné. Elle est même présentée comme étant plutôt populaire, sa figure maternelle ayant apparemment du succès auprès des militaires. Si on pinaille, on peut remarquer qu'elle pilote le dragon le plus large et le plus gourmand, mais franchement, à part ce détail, c'est vraiment un sans faute. En opposition avec toutes les autres, nous avons Eru Hoshino, une femme sérieuse et douée au physique beaucoup plus ancré dans les canons de beauté des personnages féminins d'animé. C'est simple, si Hisone Tomasotan avait été une série classique, c'est elle qui aurait été l'héroïne. En l'occurrence, là, elle fait surtout office de personnage un peu coincé qui se prend beaucoup trop au sérieux. Notez que chaque pilote porte dans l'exercice de ses fonctions un pseudonyme appelé Taknem, qui est choisi par leurs collègues. Or, Hisone est la seule à avoir pour Taknem son propre prénom, comme pour indiquer qu'elle ne peut pas être autre chose qu'elle-même. Maintenant que vous connaissez tous les pilotes, vous avez dû remarquer une petite chose, ce sont toutes des femmes. Alors ce n'est pas dit explicitement que seules les femmes peuvent être des D-Pilots, mais en l'occurrence c'est ce qu'on observe dans l'anime, donc on va partir du postulat que c'est réservé aux femmes. Rien à voir avec une quelconque attirance ou de la reproduction, les dragons étant des créatures divines asexuées, c'est juste comme ça sans plus d'explication. Mais pas d'explication ne veut pas dire pas de sens, surtout avec les éléments qui vont suivre. En plus d'être toutes des femmes, les pilotes n'ont pas le droit d'être amoureuses. En effet, les sentiments amoureux provoquent une réaction de rejet de la part des dragons qui s'apparente à une forme de jalousie. Le sujet est abordé dès l'épisode 3 où l'on voit une ancienne pilote qui a dû arrêter pour se mettre en couple et avoir un enfant. En clair, une pilote doit consacrer toute son attention au pilotage de son dragon au détriment de sa vie amoureuse. Et pour éviter que cela n'arrive, on découvre que les supérieurs des pilotes vont chercher à leur briser le cœur afin qu'elles ne soient plus jamais tentées de retomber amoureuses. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le sexisme, là ça doit faire tilt. Et oui, les femmes cantonnées à un poste bien défini, qui doivent sacrifier leur vie conjugale pour avoir une carrière, dans un milieu largement dominé par les hommes, et dont les supérieurs les amènent à choisir entre leur travail et leur vie privée, c'est genre tout ce qu'il y a à critiquer dans le monde du travail japonais actuellement. Et si vous pensez que c'est de la surinterprétation, regardez bien la série, il y a des éléments qui ne trompent pas. Entre les remarques machistes des hommes militaires, les scènes de harcèlement sexuel et l'histoire d'Eru, ça me paraît quand même assez clair. Attention, je ne suis pas en train de dire que Hisone Tomasotan est un pamphlet féministe dénonçant la société patriarcale japonaise. Cet animé ne critique jamais ouvertement tous ces thèmes, il se contente simplement de les aborder et fait même parfois de l'humour avec certains comportements douteux. Alors on range ses pancartes SJW et on écoute la suite de la vidéo. Ce que je ne vous avais volontairement pas dit concernant Eru, c'est qu'elle n'a jamais voulu piloter un dragon. Son rêve était de devenir la première femme pilote dans la force aérienne japonaise. Et dans l'épisode 6, elle parle notamment des discriminations qu'elle a subies pendant sa formation militaire parce qu'elle est une femme. Et au moment où son rêve aurait pu devenir réalité, elle fut choisie par un dragon, ce qui l'obligea à piloter ce dernier au lieu d'un véritable avion, comme si le destin se foutait de sa gueule en lui donnant un lot de consolation. Mais est-ce qu'en plus ça n'aurait pas un rapport avec l'actualité? Bah si, totalement, parce qu'au Japon, les femmes n'avaient pas le droit de devenir pilote d'avion de chasse jusque 2015. Et ce n'est que depuis août 2018, soit plusieurs mois après la diffusion de Hisomaso, qu'une japonaise, Misa Matsushima, est devenue pour la première fois pilote d'un F-15. Et je prie très fort pour que sa ressemblance avec le personnage d'Elu soit plus qu'une coïncidence. Les pilotes de dragons sont surnommés les amants blancs, le blanc étant un symbole de pureté faisant référence à la nécessité d'absence de sentiments amoureux, autrement dit à la chasteté. Cela fait également écho au mythe du personnage féminin pur et nécessairement vierge, pour permettre aux fans de fantasmer dessus, mythe qui déborde parfois sur la réalité concernant les idols. Mais alors, qu'en est-il des dragons? Comme je le disais, ils ne sont pas du tout considérés comme des engins de guerre, mais comme de véritables êtres vivants doués de sensibilité. La seule qui ne les voit que comme des outils au début, c'est Eru, car elle est frustrée de ne pas pouvoir piloter un véritable avion. Elle apprend plus tard à tisser un lien avec son dragon comme les autres pilotes, dans un épisode que ne renierait pas le professeur Shen dans Pokémon, avec au passage une référence au film Seul au monde vu que ça se passe sur une île déserte. Autre raison qui fait que les dragons ne servent pas d'avions de guerre, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis à abattre. En effet, il n'y a pas de méchants dans Hisone Tomasotan, traitement généralement réservé aux animés de type tranche de vie. À partir de là, le reste de mon analyse repose sur des éléments clés de l'intrigue, avec du spoil un peu partout. Je vous invite donc à regarder la série avant de continuer, et pour ceux que le spoil ne gêne pas,
ou qui ont déjà vu la série, je poursuis. Le rôle des dragons est en réalité de guider Mitatsu-sama, une créature divine de la taille d'une île qui migre tous les 74 ans afin d'éviter qu'elle ne s'écrase sur le Japon. L'adversité n'est donc pas incarnée par un antagoniste mais par une catastrophe naturelle, l'enjeu étant d'empêcher qu'elle se produise. Afin d'éviter cette catastrophe, il faut selon la tradition accomplir un rituel dans lequel une prêtresse est sacrifiée à l'intérieur de Mitatsu-sama pour symboliquement lui faire office d'épouse. Scénario qu'on a déjà vu dans l'anime Nagi no Asukara, ce qui s'explique par le fait que c'est aussi Mari Okada qui était au scénario. Le personnage qui se rapprocherait le plus d'un méchant, c'est Iiboshi, le responsable politique japonais chargé de cette opération. C'est lui qui fait en sorte que Hisone et Eru aient le cœur brisé afin qu'elle reste pilote, et il n'a aucun scrupule à mener à bien le rituel qui consiste tout de même à sacrifier une jeune fille. Après, il ne peut pas être considéré comme un méchant parce que son but c'est quand même d'éviter qu'une créature de la taille d'une île ne s'écrase sur le Japon. Il n'a juste aucun remords à sacrifier des individus au profit du plus grand nombre, concept parfaitement admis par la société japonaise. Physiquement, il me fait un peu penser au premier ministre Koizumi, qui était déjà apparu dans un animé sur le Mahjong, mais pour le coup c'est sans doute un hasard. Lorsque les pilotes sont mis au courant concernant Mitatsu-sama, la véritable identité du personnage de Sada est révélée. Sada au départ c'était juste une vieille dame qu'on voyait de temps en temps et qui faisait du placement de produits pour des yaourts. Mais en fait elle s'avère être une ancienne D-Pilot qui avait participé au précédent rituel il y a 74 ans. Pour revenir aux dragons, les pilotes les contrôlent depuis l'intérieur de leur estomac en se faisant avaler. J'en profite pour faire une petite comparaison avec un autre animé récent, Darling in the Franxx. Dans les deux animés, nous avons des personnages féminins qui pilotent à quatre pattes avec une scène dans laquelle leur tenue part en lambeaux. Pourquoi est-ce que je reproche ces éléments à Darling et pas à Isomaso? Dans Darling, cette position inconfortable est obligatoire pour une raison inconnue, cache les visages des persos féminins et les réduit à de simples tableaux de bord contrôlés par les garçons, en plus de symboliser une position sexuelle dans laquelle elles sont dominées. Je précise que j'ai rien contre la position de la levrette en vrai, je parle juste de ce qu'elle représente dans cet animé. Dans Hisomaso, les pilotes sont dans cette position parce que ça correspond à l'espace restreint qu'elles ont dans l'estomac des dragons qui volent à l'horizontale. D'ailleurs, elles ne sont pas obligées de se mettre comme ça, comme le montre Liliko qui pilote en position assise. Et dans tous les cas, on voit beaucoup plus souvent leur visage que leurs fesses. Concernant la scène des vêtements qui se dissolvent, dans Darling, il s'agit d'un liquide corrosif projeté par leur ennemi sur leur mecha. Mais attention, pas un liquide qui s'attaque au mecha. Non, ils se contentent de passer à travers le cockpit pour atterrir pile et uniquement sur les personnages féminins afin de dissoudre leurs vêtements. Et c'est pas genre une conséquence indésirable, genre du sang acide qui gicle après une blessure. C'est vraiment leur adversaire qui les a attaqués avec ce liquide. Après, je sais que c'est juste une scène de fanservice censée justifier la tension entre les filles et les garçons dans l'épisode, mais bon, elle existe moins tordue comme justification quand même. Dans Hisomaso, la dissolution est une des conséquences du rejet des dragons, dont l'estomac se met à produire du suc gastrique pour tenter de digérer les pilotes. Et c'est pas pour le fanservice, parce que d'une part c'est vraiment traité comme une scène de tension vu que la vie des pilotes est en danger, et d'autre part on voit rien car il y a que les bras et les jambes qui sont dénudés. Pour revenir à la relation pilote-dragon, il doit se former entre eux une sorte de symbiose pour que le vol se passe sans encombre, ce qui est primordial pour mener à bien le rituel de Mitatsu-sama. C'est pourquoi Iiboshi organise notamment un rendez-vous entre Hisone et Haruto, le garçon le plus proche d'elle qui s'occupe de l'entretien de Masotan. Contrairement à Hisone, Haruto a un rôle qui lui a été attribué dès sa naissance et dont il s'est accommodé, ce que Hisone admire car il a réussi à concilier ce qu'il doit faire avec ce qu'il a envie de faire, idéal qu'elle cherche elle-même à atteindre. Outre le film de zombies qu'ils vont voir au cinéma, on remarque deux autres films à l'affiche. Une référence aux Demoiselles de Rochefort, une comédie musicale des années 60 qui parle de romance, en lien probablement avec l'ending dont je parlerai plus tard, ainsi qu'une référence à Bienvenue à Gattaca, un film qui parle d'eugénisme, mais aussi de discrimination dans le monde du travail. À son exact opposé, nous avons Eru qui développe une relation d'amour-haine avec un pilote d'avion. Une relation assez cliché qui ne fait que renforcer le côté héroïne d'animé classique d'Eru. Lorsqu'elle a le cœur brisé, Sada intervient pour enfoncer le clou. Une D-Pilot doit se consacrer à son dragon, un point c'est tout. Et j'espère que vous gardez en tête le parallèle entre dragon et travail. Cette affirmation semble légitime aux yeux de Hisone qui pourtant ne peut s'empêcher d'émettre des doutes. Hisone se rend compte que ses sentiments interfèrent avec son travail, cependant elle ne veut pas sacrifier l'un des deux pour garder l'autre. C'est pourquoi elle prend la décision de laisser tomber les deux. Décision qui passe très mal auprès de sa supérieure qui n'a jamais eu ni l'un ni l'autre, vu qu'elle a consacré sa vie à sa carrière et qu'aucun dragon ne l'a jamais accepté. Bref, le rituel de Mitatsu-sama est donc enclenché sans Hisone, remplacé par Sada, qui l'a déjà accompli il y a 74 ans. La scène d'approche de Mitatsu-sama semble être une référence au château dans le ciel de Miyazaki, avec la gigantesque tempête qu'elles doivent traverser pour atteindre leur objectif. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu, lorsque Masotan échappe au contrôle de Sada. Le dragon se dirige instinctivement vers Hisone, qui entend sa voix et le rejoint après avoir fait ses excuses au passage pour sa précédente décision. Le rituel reprend, mais lorsque Hisone en découvre la véritable
noble nature, elle se révolte contre la nécessité du sacrifice de la prêtresse, même si c'est pour éviter une catastrophe. Elle convainc alors ses camarades de tenter de trouver une solution alternative, ce qu'elle parvient à faire, remettant alors en cause la tradition du rituel, thème déjà sous-entendu au début de la série avec les dragons qui mangent les téléphones à clapper de la précédente génération. Les paroles de Hisone sont d'ailleurs assez explicites. Lorsqu'on lui dit qu'on a toujours fait comme ça, elle répond: qui a décidé ça? Cependant, on découvre que si la prêtresse était sacrifiée, c'était pour enclencher un mécanisme à l'intérieur de Mitatsu-sama juste avant qu'il ne s'endorme, ce que les protagonistes doivent dans tous les cas accomplir pour empêcher la catastrophe. J'ai lu des commentaires disant que cela confirmait la tradition en la rendant inévitable, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Avant la symbolique, il se passe des choses concrètes dans l'univers de l'anime, en l'occurrence une île qui va s'écraser sur le Japon. Évidemment qu'ils ne peuvent pas sauter cette étape vu qu'ils doivent concrètement effectuer une action physique. Mais ça ne confirme pas pour autant la tradition, comme on le voit tout à la fin vu que Hisone n'est pas sacrifiée. Elle survit à la transformation de Mitatsu-sama en montagne en étant protégée par Masotan qui reste tout de même une créature divine. Le seul souci que j'ai avec cette fin, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils mettent 3 mois à la faire revenir. Surtout qu'on voit bien les autres personnages pas du tout tristes qui se disent qu'elle va revenir, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Qu'en est-il au final? Hisone to Masotan raconte l'histoire de jeunes femmes qui ne correspondent pas aux critères idéaux de la société japonaise. Hisone à cause de son comportement, Ririko parce que c'est une otaku, Mayumi à cause de son physique, et Elu parce qu'elle vise un poste trop ambitieux pour une femme. On choisit leur travail à leur place et on leur interdit toute relation amoureuse, afin de poursuivre une tradition obsolète parce qu'on a toujours fait comme ça. Malgré ça, elles parviennent à affirmer leur personnalité, à trouver quelque chose qu'elles seules peuvent accomplir, et à remettre en question la tradition. Hisone en particulier est celle qui a fait le plus évoluer les choses. Lorsque Masotan avale Haruto afin de le réunir avec elle sans phénomène de rejet, Hisone a symboliquement accompli quelque chose qui était considéré comme impossible au début de la série, concilier son travail et ses sentiments. Ah, et si vous voulez savoir quel est le côté marginal de Sada, l'ancienne D-Pilot, par rapport à la société japonaise, eh bien c'est qu'elle est homosexuelle. Ah non mais c'est pas une théorie, hein, c'est 100% véridique. C'est logique en fait. À un moment, elle évoque quelqu'un dont elle était amoureuse, et la seule personne qui avait un lien avec elle, c'était Yae, son amie d'enfance. De plus, pendant toute la série, on insiste bien sur le fait que les pilotes ne peuvent pas tomber amoureuses, sous peine d'entraîner un rejet par le dragon, ce qu'on observe dans l'épisode 9. Or, lorsque Sada pilote à nouveau, au moment où elle se remet à penser à son amie d'enfance, Masotan montre ce même phénomène de rejet. Le doute n'est alors pas permis, Sada était amoureuse de Yae. Finissons en toute logique par l'ending de cet animé, et oh mon dieu, cet ending. Il s'agit d'une reprise de la chanson Le temps de la rentrée de France Gall, une chanteuse française assez populaire au Japon. Elle avait notamment enregistré une version japonaise de sa chanson la plus populaire des années 60, Poupée de cire, poupée de son, qui a même inspiré certains génériques d'animés comme celui de Chocolat et Vanilla, ou Sugar Sugar Run en VO. Les paroles de l'ending sont chantées entièrement en français avec un accent à couper au couteau mais qui a son charme. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est séparée de son amoureux pendant l'été et attend la rentrée des classes pour le retrouver. Le choix de cette chanson est assez surprenant à première vue car c'est l'une des moins connues de France Gall et son thème ne colle pas vraiment avec l'animé. Néanmoins, il s'agit d'un hommage évident à la chanteuse française qui est décédée en janvier 2018. D'autant plus que la chanson d'origine dure 1 minute 30, soit exactement la longueur d'un générique d'animé, ce qui fait de l'ending une version non coupée. Les 2 premiers tiers du générique montrent les pilotes effectuant une danse simpliste qui n'est pas sans rappeler la façon dont bougeait France Gall quand elle chantait. Dans sa dernière partie, c'est l'inverse, chaque pilote effectue une danse différente dans le style yéyé qu'on pouvait retrouver dans les années 60. À la fin, elles prennent une pose boobs and butt qui met en valeur à la fois la poitrine et les fesses. C'est le genre de pose qui peut avoir une connotation sexiste car elle est parfois utilisée pour représenter des personnages féminins d'une manière hyper sexualisée dans des positions censées leur briser la colonne vertébrale. Mais vu qu'ici la position est réaliste, que leur uniforme a plutôt tendance à cacher leur forme, et que 4 filles sur 5 n'ont pas un physique qui correspond au canon de beauté habituel des animés, je pense qu'on peut écarter la connotation sexiste et pencher plutôt vers la mise en avant de leur côté féminin. Le générique se finit par un salut militaire décontracté qui montre la conciliation entre ce côté féminin et leur carrière. Au fil de la série, on entend plusieurs versions de l'ending chantées par les différentes seiyuu féminines, chose que j'apprécie particulièrement. Seule exception, l'épisode 11 dans lequel on entend les instruments mais aucune voix, pour marquer le changement de ton de l'animé qui devient plus dramatique au moment où on apprend que la prêtresse doit être sacrifiée, un peu comme si c'était Yae, l'amie d'enfance de Sada, qui était censée chanter lors de cet épisode.